J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une conférence organisée par l'association En Conscience sur un thème qui, je crois, va vous convenir et vous plaire tout particulièrement. La conférence a pour titre « Le pardon, pourquoi faire ?» Au cours de cette conférence, vous allez donc pouvoir bénéficier de 3 intervenants différents. Le premier, Emmanuel Gabour. Le deuxième, Annabelle da Silva Neto. Et le troisième, moi-même, Évrard Bourreau-Eustache. Emmanuel Gabour. Emmanuel Gabour est une coach. Elle a été formée à de nombreux outils. Des outils de coaching, de PNL, d'hypnose, de mouvements oculaires. Elle a une spécialité tout particulière d'accompagnement de la femme, des femmes, dans le cadre du coaching de vie ou en entreprise. Elle a une approche très particulière, très détaillée, très spécifique de la notion du pardon, et elle travaille particulièrement avec la notion de pardon dans ses accompagnements en fonction des problématiques qui sont présentées lorsqu'elle accueille les personnes en cabinet. Je vous souhaite une bonne conférence. Et j'ai à cœur de travailler Emmanuel Gabour. Relationnelle, donc avec les personnes que j'accompagne préférentiellement les femmes, donc dans tout ce qui est relation à soi et aux autres. Et donc, dans la dimension relationnelle, le pardon, ça a quand même une place assez importante, parce que ça va nous permettre de se réconcilier avec soi et avec les autres. Donc, par rapport à mon métier de coach, moi j'ai pris la vision une orientation coaching, donc une orientation action. Donc dans la question le pardon, pourquoi faire, moi c'est surtout pour pouvoir se mettre en mouvement. Voilà, c'est plus ça que je vais vous présenter ce soir. Donc le pardon, c'est un sujet quand même qui suscite pas mal d'émotions, généralement. Et de quoi on parle dans le pardon? On parle de souffrance la plupart du temps. Donc c'est aussi pour ça que généralement les émotions sont assez importantes. Parce que le pardon est rattaché à un événement qu'on vit comme quelque chose de douloureux. Donc c'est une expérience difficile, la plupart du temps, pour la personne qui vit cette expérience, dans laquelle on peut se sentir humilié, trahi, rejeté, abandonné. Voilà. Après, c'est assez large. Et donc on ressent toutes ces blessures-là du fait de ce qu'a dit ou ce qu'a fait une personne. Donc ces événements, ils sont douloureux parce que effectivement on parle de souffrance, mais aussi parce que ça touche à quelque chose qui est très important pour nous, c'est nos valeurs. Donc nos valeurs fondamentales, nos grands principes de vie. Donc à partir du moment où ces valeurs-là sont heurtées, et évidemment là on va plus être dans une réaction, on va peut-être avoir des émotions, de la colère. Et donc, on juge les événements au travers de nos valeurs. C'est comme ça qu'on associe les événements à la notion de bien ou de mal, en fonction toujours de ces grandes valeurs. Donc, on va toucher à ces valeurs et on va toucher aussi à ce qu'on appelle l'ego. Moi, je ne vais pas trop développer cette partie-là parce qu'on a Évrard qui va vous présenter ça peut-être tout à l'heure. Et moi, je vais plutôt rester sur tout ce qui est, dans un premier temps, valeurs, croyances et comportements. Donc, il faut savoir qu'en tant qu'être humain, comment expliquer ça? On est programmé pour se venger lorsqu'on a été blessé par une personne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on estime qu'on a perdu quelque chose
quelque chose qui a une valeur précieuse, donc généralement nos valeurs fondamentales, parce qu'elles ont soit été bousculées, soit parce que notre soi a été altéré. Et donc à partir du moment où on estime qu'on a perdu, le premier réflexe qu'on va avoir, ça va être de compenser et de chercher à récupérer quelque chose. Donc ça peut être la vengeance, il peut y avoir des comportements comme ça peut être autre chose. Donc quand on parle de pardon, je disais tout à l'heure que ça suscitait des émotions vives, et parce que c'est quelque chose c'est une démarche qui est quand même qui reste assez difficile. Difficile parce que ça demande de reconnaître ses fautes. Et c'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça spontanément, sauf si on a déjà appris à le faire, et que c'est un cheminement sur lequel voilà, on a l'habitude d'être et qui ne nous coûte pas. Quand on n'a jamais eu cette démarche de pardonner, ça peut être très difficile de reconnaître ses fautes au premier abord. Donc ça part de responsabilité, et donc le comportement qu'on a souvent, c'est de rejeter la faute sur les autres parce que ça coûte moins, c'est plus facile. Donc ça peut être difficile en fait de... Waouh. Ça peut être difficile en fait d'accorder plus d'importance à l'autre. Enfin, généralement c'est comme ça qu'on le voit. Je suis éblouie. D'accorder donc plus d'importance à l'autre qu'à soi. Parce que sur le moment, quand on va devoir pardonner, on estime généralement c'est comme si on faisait un pas en arrière et que on était obligé de s'avouer que dans la situation, il y a nous, mais il y a aussi l'autre. Et c'est compliqué de mettre l'autre en avant, de lui donner de la valeur. Parce que justement, on est dans une situation qui nous fait souffrir aussi. Donc, le fait que ces valeurs soient touchées, le pardon peut être vécu de façon difficile. Mais il y a aussi le fait qu'on a des croyances qui découlent justement de ces valeurs. Et ces croyances, elles vont nous permettre de concrétiser ces valeurs. Donc on va les représenter dans nos comportements de tous les jours. Ces croyances, elles sont assimilées à des pensées automatiques, une espèce de réflexe qu'on accumule tout au long de sa vie parce qu'on va avoir peut-être fait l'expérience de quelque chose de négatif. Et du coup, on va interpréter ça comme quelque chose de négatif pour nous. Et ça va générer cette croyance. Mais aussi, ces croyances-là peuvent aussi venir de notre éducation, des schémas éducatifs qu'on a eus. Donc, généralement, ces croyances, elles sont limitantes et elles nous empêchent de pardonner. Alors les plus courantes, ce qu'on peut entendre, moi ce que j'ai entendu souvent, c'est pardonner c'est pour les faibles. Donc ça c'est une croyance qu'on peut entendre. Il y en a d'autres. On peut aussi penser que l'autre n'acceptera jamais sa part de responsabilité. Donc on a du mal à faire le premier pas et dire je vais pardonner. On se dit mais non c'est impossible, lui n'acceptera jamais sa part de responsabilité dans cette affaire. Donc on est un peu dans une espèce d'anticipation. On peut avoir la croyance aussi que notre souffrance va atteindre l'autre. Et donc le faire se sentir coupable, voire le punir. Donc on va s'efforcer d'être dans un comportement un peu renfrogné quand on est au contact de cette personne pour lui montrer justement qu'on est en colère contre lui, exprès pour que lui ressente ça. Et pour qu'il ressente cette culpabilité en fait. Donc la faute de l'autre est responsable quelque part de notre douleur. Et ça va nous donner une raison de lui en vouloir. Alors le pardon, pourquoi faire du coup ? Selon moi, comme je disais tout à l'heure, je pense que pour libérer le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous. Et comment on libère ce potentiel qu'on a à l'intérieur de nous ? Tout simplement en passant à l'action. Donc,
effectivement, ce que je vous explique là, ça correspond plus à une orientation coaching, une orientation de solution. Et pour moi, la solution, elle est dans l'action, dans la mise en mouvement. Avec ce que je vais vous expliquer par la suite, vous allez mieux comprendre. Parce que quand on refuse d'être dans le pardon, on peut être dans des réactions multiples, des comportements limitants, donc qui vont nous empêcher justement d'avoir cette action de pardonner l'autre. Donc justement, moi je voulais vous demander à vous, si vous avez remarqué un petit peu les comportements ou les attitudes que vous adoptez vous-même ou que vous avez pu observer chez des personnes qui devaient faire cette démarche de pardonner ou pas. Donc des comportements ou des attitudes justement quand on refuse ce pardon. Selon vous, généralement, comment on peut se comporter? La fuite. Oui. La colère. La colère, effectivement, avec les émotions. La fermeture. La fermeture, la fuite. Oui. Qu'est-ce que vous voulez préciser? La fermeture? Pas de communication. Oui. Un blocage. Un blocage par rapport à la communication? Oui, par rapport à ce Oui. Ça peut aller même jusqu'à la violence. Ça peut aller jusqu'à la violence, effectivement. La sidération. Ce On qu'on voit fait. que l'autre est aussi mal que nous. Oui. Donc on essaie de faire quelque chose qui fait que j'ai très mal, donc moi je veux que tu ressens ça. C'est ça. Ça peut être aussi une forme de déni. Oui, tout à fait. Effectivement. Comment dire, dans cette forme de déni, on va se poser des questions à soi-même quelque part en se disant pourquoi ça m'arrive, je comprends pas, cette personne ne devrait pas se comporter comme ça avec moi. Effectivement, on va avoir tendance à mettre un voile un peu sur la souffrance et être dans une interrogation comme ça, se poser des questions et se dire ça ne devrait pas être là. On ne le mérite pas, effectivement. On peut aussi avoir tendance à culpabiliser les autres, donc projeter la faute sur l'autre, accuser l'autre. Voilà, des messages qui font dire que vous êtes coupable ou tu es coupable de ma souffrance, c'est de ta faute. Parfois, on peut aussi souhaiter revenir à l'état initial. Alors, on peut avoir des pensées comme ça et être nostalgique de l'avant-événement qui fait qu'on souffre. Malheureusement, c'est pas possible. On ne revient jamais à l'état initial. Excusez-moi, je voulais, par rapport à ça, vous voulez dire quoi? Vous allez dire l'état initial de la souffrance ou l'état initial que l'événement ne soit pas produit et qu'on ne soit pas dans cette souffrance-là. On peut être comme dans un regret de se dire si ça s'était pas produit, aujourd'hui je ne serais pas comme ça, je n'aurais pas fait ci. On peut aussi. Pardon? Sauf s'il y a le pardon. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. On a aussi tendance à se positionner en victime. On se déresponsabilise un peu. Donc la position de victime, c'est pas très positif parce qu'on alimente un peu la rancœur, la rancune. C'est de la faute de l'autre. Effectivement, c'est plus facile de voir les erreurs chez l'autre que chez soi. Et justement, quand on se déresponsabilise, ça nous exonère de porter toute responsabilité et on fait l'économie aussi quelque part de passer à l'action. On attend que ce soit l'autre qui vienne nous dire pardon. Nous, non, nous, on ne fera pas le pas pour aller dire pardon puisque ce n'est pas de notre faute. On se plaint aussi. Beaucoup. Ça peut arriver. Et la plainte, c'est quelque chose de légitime, mais au-delà de ça, c'est pas quelque chose de très utile. Parce qu'on augmente la souffrance, on se déresponsabilise encore plus. Et puis on fait fuir toutes les personnes saines autour de nous. On fait passer de nous entendre se plaindre. Il y a aussi, on peut générer une maladie. Oui. Le corps se nomme en fait. Tout à fait.
Tout à fait, non. Et on fait accumuler ces émotions qu'on ressent quand on est dans la colère ou la sidération, ou voilà. L'émotion qu'on peut ressentir à ce moment-là, effectivement, c'est cette énergie-là qui va se cristalliser à l'intérieur de nous et qui peut nous faire tomber malade, bien souvent. Et puis on rumine beaucoup. On rumine, on ressasse, on radote, on répète toujours la même chose, on a du mal à passer à autre chose. On peut être triste aussi de ne pas réussir à pardonner. Tout à fait. Donc être en dépression. Oui. Effectivement. Son pouvoir. Tout à fait. Enfin, toutes ces réactions, toutes ces attitudes, là, ces comportements limitants, ça nous empêche de pardonner quand on est dans cet état-là. Et ce sont des attitudes qui nous maintiennent dans du négatif. Et généralement, ces attitudes, c'est des comportements ce sont des mécanismes de défense. Alors, parfois, on peut avoir conscience d'avoir tel comportement ou d'avoir telle attitude. Et puis, bien souvent, on n'en a pas conscience aussi. Et quand on n'en a pas conscience, on ne peut pas agir dessus. Et donc, toutes ces attitudes qui vous déresponsabilisent, elles nous maintiennent quelque part dans le passé. On est toujours à ressasser quelque chose qui s'est passé hier, avant-hier, il y a un an, voire plus. Et donc, de ressasser tout le temps ces choses qui appartiennent au passé font que, quelque part, on est plus dans le ressentiment que dans la solution. Donc, on n'en sort pas, en fait. On est tout le temps en train d'être dans ce qui s'est passé hier. C'est un peu comme... moi, il y a une image que j'aime bien, c'est un peu comme faire du vélo, quand on ne pardonne pas, avec la main appuyée sur le frein. Donc quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On est ralenti. Donc on ne peut pas être dans son plein potentiel, puisque justement, la main sur le frein, quand on ne pardonne pas, il y a des choses, des énergies en nous qu'on ne peut pas exploiter. Je suis pas d'accord avec vous. Dites-moi. Je pense que par le discours que vous avez, il me donne l'impression que si on ne pardonne pas, on n'avance pas dans la vie. Moi, c'est ma position. Oui, mais je pense aussi que si on peut, dans certaines situations, ne pas pouvoir pardonner parce qu'on ne peut pas, et au contraire, c'est se respecter et ça ne va pas nous empêcher de faire des choses constructives. Tout à fait. Après, ça dépend de la distance qu'on a par rapport à l'événement. Mais ça dépend de nos croyances. Oui, voilà. Mais je pense qu'on peut avancer aussi sans pour autant tout le temps... Sans passer par le pardon. Voilà. Pourquoi Pourquoi? Il y a d'autres façons de prendre la distance sur les choses. Tout à fait. Que de pardonner. Moi, je dirais, le pardon, pour moi, c'est... Il faut qu'on s'excuse pour demander pardon. Je sais pas. On peut mettre de la distance sur les événements. Hier, c'était Bien sûr, si on peut passer par cette notion de pardon. Si on peut l'assumer et que Ça se travaille. Bien sûr, ça se travaille. Bien sûr, ça se travaille. Bien évidemment. Mais après, ça dépend des croyances de chacun aussi. Pardonner, c'est pas forcément oublier. Non, mais on n'oublie pas, mais on peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose. Ou on peut croire qu'on passe à autre chose. Tout dépend. Oui, mais oui, pourquoi pas. Si on peut pardonner à l'intérieur de soi, c'est pas forcément la personne directement. J'ai pas compris. Oui, on peut se pardonner à soi. Et pas forcément la personne directement, c'est tout à fait. difficile de passer. De toute façon, le pardon, c'est ça, c'est se pardonner à soi et pardonner aux autres. Ou pardonner aux autres et se pardonner à soi. Je voudrais rajouter quand même que je pense qu'il faut un temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir une vision où on dit je suis pas, c'est bon, je me sens en accord avec ce que je ressens aujourd'hui, mais peut-être dans 5 mois ou dans 6 ans, j'aurais plus la même vision parce que j'aurais évolué et finalement peut-être que la libération sera au final au pardon, quoi. Mais ça c'est je pense qu'il y a un temps pour le pardon.
C'est-à-dire que c'est palier par palier, quoi. Oui. Voilà. Et effectivement... Je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, il y a un temps. Il faut se sentir prêt, voilà. faut se sentir C'est prêt ça. pour passer à autre chose. Voilà, non, c'est pour moi, je prends de la distance, je vois la vision comme ça, mais comme on est en constante évolution, dans 6 ans, on se dira, finalement, je ne suis pas complètement libérée, donc voilà, je vais On peut se rendre compte effectivement que voilà, on n'est pas forcément complètement libéré ou qu'on peut au contraire être totalement libéré de ça. Oui. C'est chacun sa propre... Tout à fait, chacun sa propre temporalité. Oui. Je suis d'accord avec ça. Oui, alors, moi je voulais vous parler un petit peu au niveau, à mon niveau personnel, d'une attitude pour moi qui était particulièrement négative et qui m'a fascinée jusqu'au jour où j'ai réussi à lâcher et à me pardonner à moi aussi. Et bien sûr. Et cette attitude, c'est la recherche du pourquoi. Ah, j'entends une réaction. Chercher pourquoi. Pourquoi ça s'est passé, pourquoi moi, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi elle m'a fait ça. Comme si la situation de souffrance, le fait de connaître l'origine de l'événement allait quelque part apporter un peu de soulagement. Et c'est pareil, cette compréhension du pourquoi, ça nous maintient aussi quelque part dans un passé, dans le passé. On refuse d'agir tant qu'on ne connaît pas la source, le pourquoi. Et en fait, ça me fait penser à une parabole de Bouddha que j'aime beaucoup et que je voudrais partager avec vous, la parabole de la flèche empoisonnée. Peut-être que certains la connaissent. En fait, c'est un disciple de Bouddha, un jour qui lui rend visite. Et il vient le voir et il se pose un tas de questions. Et il ne comprend pas pourquoi Bouddha, l'éveillé, ne donne pas d'explication claire à certaines questions qui se posent, comme est-ce que l'univers est éternel? Est-ce que l'âme existe? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Voilà. Toutes ces questions-là le perturbent et il dit à Bouddha, moi je ne comprends pas, dans ton enseignement, tu ne nous dis pas pourquoi, tu ne nous expliques pas et tu ne nous donnes pas de signification claire sur le fait que ça existe ou pas. Donc il est un peu perturbé, ce disciple, et voilà, ça on peut le comprendre, parce que je pense que tout le monde s'est posé au moins un petit bout de ces questions-là un jour. Et donc il fait un peu son capricieux et puis il dit à Bouddha, puisque c'est comme ça, moi je me refuse à vivre la vie selon tes principes si tu ne m'expliques pas, si tu ne me donnes pas une réponse à toutes ces questions. Et donc là, Bouddha lui répond, c'est un peu comme cet homme, donc il se met à lui raconter cette histoire donc, de cet homme qui a reçu une flèche empoisonnée. Et donc, cette personne reçoit donc, cette flèche empoisonnée et ses parents et son entourage appellent le médecin pour pouvoir extraire la flèche et lui appliquer un remède, pour pouvoir le guérir de sa blessure. Seulement, le blessé va dire au médecin, au moment de recevoir les soins, je ne permets pas que tu extrais la flèche avant que je sache quel est ton clan, ton nom, ta famille, ton village, ton père, ta mère, ton âge. Je veux savoir de quelle montagne provient la flèche, quelle est la nature de son bois et de ses plumes, qui a fabriqué la pointe de la flèche, en quel fer. Ensuite, je veux savoir si l'arc est en bois de montagne ou en corne d'animal. Et enfin, je veux savoir d'où provient le remède et quel est son nom. Après que j'aurai appris toutes ces choses, je te permettrai d'extraire la flèche et d'appliquer le remède. Donc évidemment, là, Bouddha demande à son disciple, au moine, est-ce qu'il pense que cette personne va pouvoir avoir toutes les réponses à toutes ces questions?
avant d'accepter qu'on lui refuse, on lui enlève cette flèche. Et bien évidemment, le moine dit, ben non, ça lui paraît impossible qu'il puisse avoir toutes les réponses à ces questions avant de mourir. Et là, Bouddha lui dit, ben, tu vois, tu es comme lui. La flèche des vues fausses, enduite du poison, du désir et de la convoitise, a percé ton esprit. Je veux t'arracher cette flèche, à toi qui es mon disciple, mais toi, tu refuses que je l'enlève. Et tu veux chercher à savoir si le monde est éternel ou pas, fini ou pas, etc. Tu ne trouveras pas ce que tu cherches, mais tu perdras la vie de sagesse. Tu mourras comme un animal et tu seras précipité dans les ténèbres. Le moine peu à peu comprit les paroles du Bouddha et obtint la voie. Donc effectivement, il y a une partie de cette histoire qu'on peut trouver un peu rigolote, voire peut-être un peu grotesque. Mais pour moi, quelque part, le fait de refuser de pardonner, on se met un peu dans cette posture-là aussi. Posture de... On se met en danger quelque part. Parce qu'on refuse d'agir avant de connaître la cause. Et donc, pour moi, personnellement, de l'expérience que j'ai faite et de celle que je vois aussi des personnes que j'accompagne, l'enseignement de cette parabole-là de Bouddha, c'est qu'il faut être au présent et donc il vaut mieux apprendre à retirer la flèche. Voilà. Donc moi j'ai terminé. Si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir avant de laisser la parole à Annabella. Merci. Merci. S'il y avait une question. Ah, pardon. Je me demandais, par rapport à cette conférence, en fait, est-ce que vous avez bien analysé la différence de pardonner une trahison familiale, de pardonner un viol, des choses comme ça? Et oui, sauf que là, pas du tout le même niveau. c'est pas du tout la même chose, et en même temps, moi j'estime que j'ai pas forcément à faire de comparaison, parce qu'ici dans cette salle, autant qu'on est, autant on a des valeurs tous différentes. On a tous des valeurs différentes. Donc, ce qui pour moi peut être pardonnable ne va pas l'être pour un autre, et moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse. C'est pas ce qui m'intéressait aujourd'hui de faire passer comme message, parce que on a tous nos valeurs propres et forcément, discuter des valeurs, c'est comme... donc pour rien n'est impardonnable. Ah non, je dis pas ça. Je pense qu'on peut tout pardonner, effectivement. C'est mon point de vue. Je pense qu'on peut tout pardonner. Maintenant, chacun est libre de pardonner ou pas, et chacun le fait avec sa temporalité. Moi, ce que j'ai donné, c'est mon avis propre et de comment moi je vis le pardon et comment je le vois. Si j'ai bien compris l'histoire, l'essentiel c'est de se séparer de la souffrance. Et qu'importe ce qu'on a vécu, la souffrance, qu'elle soit petite ou grande, l'essentiel c'est de s'en défaire et de s'en libérer. Mais on va avancer vers autre chose. Là, je le souhaite. Je voudrais rajouter, alors je répondrai à la dame, là, je dirais oui, à sa question. Et ce que je pourrais rajouter, on pardonne pas forcément, parce que le mot pardon, ça dit j'enlève toute la culpabilité chez l'autre. C'est pas ça le mot pardon. C'est se libérer, pour moi, attention, pour moi, c'est se libérer pour avancer. C'est-à-dire que si vous voulez avancer, moi je pense, et c'est comme ça que je le vis, si vous voulez avancer, vraiment, c'est être en accord avec ce que vous êtes et ce que vous ressentez. Effectivement, si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à pardonner,
restez avec ça. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, dans 5-6 mois ou dans un an, enfin. Mais je pense qu'effectivement, le pardon libère beaucoup de choses et c'est très puissant. Voilà, c'est tout ce que je pourrais rajouter. Voilà. Merci, croyez-moi, j'en sais quelque chose. Excusez-moi, mais je crois qu'en amont, il aurait fallu définir qu'est-ce que le pardon. Commencer par... Ah oui, on va avoir autant de définitions que de personnes ici, je pense aussi. Voilà, c'est pareil, parce qu'on va le définir en fonction de nos valeurs aussi. Qu'est-ce que le pardon? On ne colle pas tous la même réalité sur ce mot-là. Exactement. C'est un mot qui est très vaste en même temps. On peut le définir de beaucoup de différentes façons. Par rapport aux situations. Par rapport à ce qu'on a vécu. Si c'est pour soi-même, c'est pour les autres. S'il y a des croyants, il y a tout un tas de choses. D'autres questions? Non. Merci. Annabelle d'Alcibanetto. Annabelle a une spécificité. Elle travaille dans l'accompagnement des personnes sur un plan de la reliance. Elle travaille en hypnose, elle travaille en mouvement oculaire, elle est même enseignante en mouvement oculaire. Elle est aussi participante à un jeu de co-coaching, un jeu par carte, très intéressant qui permet justement de se relier à soi. Elle aussi, je pense que cela va vous plaire, son approche du pardon. Au-delà du pourquoi faire, elle va redonner du sens à travers sa description et notamment à travers sa propre expérience du pardon. Bonsoir, je m'appelle Annabella da Silvanetto, je suis praticienne en hypnose, en PNL et en EMA-AMO, qui veut dire actualisation par les mouvements oculaires. Et je suis également animatrice de jeux de développement personnel. Alors moi, concernant le pardon, avant de vous parler de, pour moi, ce que c'est le pardon, j'avais envie de vous parler de, pour moi, il y a une phase de deuil à faire avant de pouvoir pardonner. Qui pour moi, dans ce que j'ai vécu, dans ce que je peux voir, c'est une étape qui me paraît importante et primordiale pour pouvoir accéder au pardon. Cette phase de deuil, il y a plusieurs phases. Et comme certaines personnes l'ont dit, il y a un temps à tout, d'accepter. Il y a plusieurs étapes. Dans le deuil, il peut y avoir, déjà quand on vit un choc, déjà nier le choc, ça peut être compliqué déjà. Il peut y avoir de la colère, un marchandage, faire du mal à l'autre parce qu'il m'a fait mal, et tout un processus qu'on se met en place. Et contre soi et contre l'autre. Il y a aussi un stade de dépression. Et on arrive à une phase d'acceptation. Et pour moi ensuite, on peut mettre en place un pardon. Et après, des comment, il y a autant, je dirais, de comment pardonner à l'autre et à soi surtout. Parce que pour moi, le pardon n'est pas pardonner à l'autre, mais revenir toujours à soi en fait, au centre de soi et pardonner à soi. Et donc au niveau technique, il y en a plusieurs, et je dirais plusieurs autant que d'individus, je pense même voire plus, parce que vous avez tous, comme on l'a cité, des valeurs, des croyances, limitantes ou pas, ainsi que la religion, que je vais évoquer parce que y a une notion de pardon importante pour certains au niveau de la religion. Certains vont pardonner à Dieu, vont pas pardonner à soi, ni à l'autre, mais vont pardonner à quelque chose d'au-delà d'eux au niveau religion. Et puis certains, ça va mettre au-delà de la religion, ce qui pour moi, je dirais spirituel, c'est ce qui est tout ce qui est subtil, qu'on ne voit pas forcément avec les mêmes yeux qu'on a là, mais qu'on peut voir différemment et ressentir différemment, parce qu'on n'en parle pas, de tout ce qu'on ne voit pas. Tout ce qui est autour de nous qui, je dirais le mot énergie, parce qu'on est tous des énergies. Et on vibre tout plein de choses.
dans le bon comme dans le pas bon. Donc moi, j'englobe tout ça en fait. Et pour avoir vécu des expériences pas très évidentes, très compliquées, des violences, je crois aujourd'hui, je peux vous dire, oui, pour moi, on peut tout pardonner. Après, avec des méthodes différentes, selon ce qu'on est, ce qui nous va à nous. Moi, j'ai appris d'abord à couper les liens avec les autres. Donc, je connais un petit exercice que j'aime bien, qui s'appelle les petits bonhommes d'allumettes, de Jacques Martel. Ça vous parle? Oui. Donc, moi, j'ai découvert ça. Et pour moi, ça a été une note. Ça a été très révélateur. À l'intérieur de moi, j'ai senti des choses, mais vraiment senti. Comment je peux vous expliquer? J'avais ici, alors même physiquement, si je mettais ma main là, j'avais un os qui était en train de se former et qui ressortait lui-même de mon corps. J'avais tellement magasiné de colère, de beaucoup de mal-être, que même mon corps, cette colère-là, ce non-pardon, il y avait une réaction. Et je l'ai senti à ce niveau-là, même physique. Oui. Mais une fois de plus, on parle de pardon, mais en fait, vous n'êtes pas en train de dire que on va aller voir la personne qui vous a battu, qui vous a violé, et lui dire « Je te pardonne, c'est pas de ta faute, mon pauvre, tu as eu une enfance douloureuse, c'est normal que tu te sois mal occupé de moi. » Mais c'est pas ça alors le pardon. C'est pas pardonner à l'autre que c'est pas de sa faute s'il a été violent. Pour moi, au niveau responsabilité, vous avez 50% de responsabilité et l'autre a 50% de responsabilité. Oui. Les 50% de responsabilité de l'autre ne m'appartiennent pas. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis responsable de mes 50%, de ma part à moi de responsabilité. Et je travaille là-dessus et je pardonne ça. Oui, et ça libère forcément des choses. Mais en se pardonnant à soi, on libère tellement de choses. Ça paraît très, très subtil ce que je dis, ou peut-être pas clair. Dites-moi. Si, c'est juste qu'en fait, en arrivant ce soir, je pensais que le pardon, c'était aussi pardonner à l'autre. Alors, en pardonnant à moi, je libère forcément des choses et il y a des pardons qui s'installent à l'autre. Il y a autre chose qui se met en place, en fait. Je dirais, c'est plein d'étapes, en fait. Il y a une étape qui se réalise, hop, il y a un processus qui s'installe et on passe à un autre événement. Et oui, on peut même pardonner à l'autre. Parce qu'on reste sur... bien sûr, on ne va pas pardonner l'acte. Vous avez parlé d'actes très forts tout à l'heure. Bien sûr que cet acte-là, ce comportement-là, est difficile de mettre un pardon dessus. Ça n'enlève pas la responsabilité de l'autre, c'est ce qu'elle veut dire. Mais je pense qu'on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que c'est pas pour l'autre que vous le faites si vous pardonnez, c'est pour vous, pour être libéré. La dame d'abord, elle l'a bien dit et elle redit, c'est pour vous, la libération. Jacques Martel, qui est l'auteur aussi du dictionnaire des maladies. Vous trouvez le lien sur Internet. Il explique très bien ce que c'est les petits bonhommes d'allumettes. Je vais vous le faire. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'on va sortir les boîtes d'allumettes et les allumettes, pas du tout. Le petit bonhomme d'allumettes, c'est un petit bonhomme comme ça, en fait, vous voyez. C'est ça le petit bonhomme d'allumettes. Les deux sont pliés, voilà, le sourire, c'est super. Ça fait un petit bonhomme d'allumettes, hein, c'est super petit, je pensais ça. Ce petit bonhomme d'allumettes, par exemple, vous, moi, Annabella, c'est un cercle de lumière autour de moi. Et ensuite, une autre personne avec qui j'ai vécu un problème. Je mets le prénom de la personne. Je ne le fais pas en vrai là parce que pour moi, j'y crois énormément, ça fonctionne.
et que je le fais vraiment avec conscience et une intention sérieuse, parce que je dirais, je ne vais pas, soyons de la personne. Cette personne-là a aussi un cercle de lumière, le vôtre. Je fais des crayons comme ça tout autour. Ces deux personnes sont entourées d'un cercle de lumière. Vous allez retenir l'image comme ça, vous allez voir. Et on va ensuite, donc, des deux petits bonhommes d'allumettes, on va relier les 5 chakras. Excusez-moi, 7 chakras. 2. Voilà. 4. Vous aurez vu vos bonhommes, hein. 5. Et 7. Ensuite, vous pliez votre feuille. Elle va se plier à peu près là où vous avez fait les liens. Et vous déchirez, ou vous coupez avec une paire de ciseaux. Et ensuite, ces petits bouts de papier que vous avez déchirés, vous le jetez. Certaines personnes vont vouloir le brûler. J'ai une personne qui a voulu déchirer la partie de la personne, l'autre. Elle a gardé la sienne. Ça appartient à chacun. On ne coupe pas, je le dis, ça c'est super important, on coupe tous les mauvais liens, on ne coupe pas l'amour avec la personne. C'est tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est, voilà, tous les mauvais liens, on coupe. Donc moi j'ai commencé à travailler comme ça. Et je sais que ça m'a beaucoup aidé parce qu'auparavant j'ai fait d'autres processus je dirais, j'ai tenté de pardonner. Mais j'ai tenté plein de fois, hein, et puis je disais, ouais, j'ai pardonné. Et le problème, c'est que dès que j'étais confrontée à n'importe quel, je dirais, je vais prendre mon expérience, un homme dans ma vie, peu importe le conflit que j'allais vivre avec lui, c'était boum, c'était pas le conflit que je venais vivre, c'était ce que j'avais toujours pas réglé, qui était bien derrière tout ça, avec mon père. Pourtant, j'étais persuadée de lui avoir pardonné. Et systématiquement, quelque chose ressurgissait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'au jour où il a fallu aller récupérer ce qu'il y avait derrière, que je croyais qu'il était réglé. Et j'ai commencé donc à faire ça. Une fois que j'ai coupé les liens, je l'ai senti, alors quand je vous dis physiquement, c'était réel. J'avais vraiment un os là qui poussait, donc je me suis dit, il est parti. J'ai senti aussi, j'avais comme une boule là, qui était, c'était lourd, c'était... Et voilà, elle s'est atténuée. Donc j'ai su que ça, il y avait quelque chose qui fonctionnait. Quel sens, comment, je ne peux pas vous l'expliquer réellement, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se libère. Et ensuite, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport aux situations. Et j'étais en demande de moi d'un retour de pardon de l'autre. Et c'était pas forcément ce que moi j'attendais, la manière que l'autre aura fait. Alors je l'ai abordé, je vais rester sur mon histoire personnelle, je l'ai abordé, je pense, moi j'attendais un mot de mon papa. C'est bête, hein? Je voulais un pardon. Je ne l'ai pas eu. J'ai eu des larmes. Au moment où il a eu un souci de santé, et donc j'ai pas eu le mot. Mais son comportement, je l'ai compris bien après, des années après. Je me suis posé la question, est-ce que c'était pas sa manière à lui de me dire pardon? Et malgré ça, je le recevais qu'à moitié, puisque moi j'attendais, différemment, autrement, parce que je restais sur mes valeurs à moi, sur comment moi je voulais avoir ce retour-là. Alors j'ai quand même eu ce pardon verbalement. Mais alors là, mon papa est décédé maintenant. Ça fait maintenant bientôt 14 ans. Je l'ai reçu il y a quelques jours, son pardon, par l'intermédiaire d'une personne qui a canalisé son message. Donc ça libère totalement. Et j'ai vu l'impact que ça a fait. J'avais bien cheminé, le pardon était en train de s'installer pour lui. Donc vous voyez,
on peut attendre, là, dans ce monde-là, dans cette vie, on est en attente de certaines choses, de ce que nous, on est. Et on aimerait que l'autre soit de même. Donc je l'ai reçu de cette manière-là. Et merci à lui. Je sais qu'il est là quelque part. Et j'ai fait plein d'étapes. Et j'ai compris qu'avant de pardonner, il y a tout un processus qui peut être très long. Il y a aussi des petits exercices qui existent. Moi, j'ai utilisé celui-là. Il y a un autre, je l'ai abordé la dernière fois. Certaines personnes n'étaient là, pas toutes. J'ai beaucoup utilisé le Ho'oponopono. Voilà. On n'a pas compris. Le Ho'oponopono. 4 mots. Je suis désolée. Pardon. Merci. Je t'aime. Alors quand j'ai commencé à faire ça, au début j'y croyais pas. Je le faisais pas. Et quand j'ai commencé à le faire, je me suis aperçue effectivement qu'il y avait des choses qui se mettaient en place aussi. Déjà, moi, mon estime. J'ai commencé vraiment à m'aimer et à comprendre en fait mon fonctionnement, mes valeurs, pourquoi je réagissais comme ça dans telle et telle situation. Et du coup, une fois que j'ai compris le sens, je le fais tout le temps maintenant, je le fais encore aujourd'hui. Je le communique à chaque fois. Je parle de moi, je parle de d'autres personnes qui l'ont utilisé. Donc pour moi, c'est un exercice qui fonctionne. J'ai fait autre chose aussi. J'ai écrit des lettres que je n'ai pas envoyées. Parce que ce n'était pas le but d'attaquer la personne ou de la blesser. C'est que j'avais besoin de déposer moi mes souffrances et de dire, j'aurais aimé que de pouvoir tout ça sorte parce qu'on le garde en fait. On le garde et moi je l'ai tellement gardé, je ne sais plus qui a parlé de la maladie tout à l'heure, j'ai déclaré une maladie. Et longtemps, je me suis dit, c'est parce que je fume, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Non. J'ai trop souffert, j'ai trop gardé. Et j'ai mis trop longtemps à me pardonner. Je dis bien à me pardonner. Parce que c'est au moment où j'ai été au plus profond de moi que j'ai commencé à comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais, à me pardonner parce que j'ai ma part de responsabilité. Et avec beaucoup de recul, du coup, j'arrive à me dire, je reste sur mon histoire, mon papa, qui j'étais pour le juger. Donc oui, en tant qu'enfant, j'aurais aimé avoir tel papa. Je ne l'ai pas eu, j'ai eu différemment. Il a sûrement sa responsabilité, sûrement ses compréhensions qui ne m'appartiennent pas. Donc avec tout le respect que je lui dois, je lui dis merci. Malgré toutes les souffrances que j'ai connues, car malgré tout, il a fait de moi qui je suis aujourd'hui devant vous. Et j'en suis vraiment fière. Merci. Pour clôturer ce cycle de conférences, 3 intervenants sur le pardon, pourquoi faire, c'est moi-même qui intervient, Evra Bourrois-Eustache, conférencier, formateur, coach, professionnel en entreprise et en cabinet. Cette thématique sur le pardon m'a plu tout particulièrement. J'ai voulu donner une autre dimension, prendre de la hauteur par rapport à la notion du pardon. Car il est vrai que le pardon peut être vécu difficilement, suivant nos parcours de vie. Il peut être en prise avec non pas la partie cortex, la démonstration intellectuelle, mais plus de manière un peu viscérale, ça faisant appel plutôt au service au cerveau reptilien. Je vais vous proposer une approche différente. Je souhaite que cela vous ouvre à découvrir autre chose de le pardon. Qu'est-ce que c'est vraiment ? Alors moi je suis Evra Bourrois-Eustache, Félicite par les plus forts. Je suis Evra Bourrois-Eustache, je suis coach. Ah oui, non, je parle, mais je sens. Bon.
coach, j'utilise différentes techniques, peu importe en fait les techniques que j'utilise. Prends le micro avec toi. Prends quand même le micro pour derrière. Allez. Bonjour micro. Evra Boroistache. En fait, je me suis pas mal posé la question sur le pardon. Et quand j'ai tout de suite pensé au pardon, j'ai pensé à une des personnes qui est pour moi une des références, pour moi en tout cas, hein, vraiment, une personne qui a à mes yeux énormément d'importance. Peut-être que vous le connaissez. Vous connaissez Nelson Mandela? Vous connaissez un petit peu sa vie, j'imagine? En tout cas les grandes lignes. Vous savez, ce que j'ai trouvé d'extraordinaire chez lui, c'est que même dans ses pires moments de souffrance, même pendant ces années de prison, de douleur, il a toujours souri aux personnes qui étaient ses pires tortionnaires. C'était peut-être même le pardon, sa manière de survivre à ce qu'il a vécu. Alors moi je vais vous présenter le pardon, c'est peut-être une vision un peu différente ou proche de ce qui a été dit précédemment. Je pense que pardonner, c'est s'élever au niveau du pardon. C'est pas tout à fait pareil en fait. C'est passer sur un autre plan que le plan matériel, que il m'a fait ça, ou j'ai reçu ci, ou je dois pardonner ou pas pardonner. C'est s'élever au niveau du pardon. Quand on s'élève au niveau du pardon, on n'est plus dans l'attente d'un retour. En fait, c'est une partie de nous, une partie de notre être, qui devient autre chose. On n'est plus dans la corporalité, dans l'incarnation. Ouais, je vais noter ça. L'émanation de notre être intérieur. Je pense que c'est l'émanation de notre être intérieur qui peut s'élever au niveau du pardon. De qui nous sommes vraiment. Peut-être que la question, ce serait qu'est-ce que je veux vraiment? Pour moi, je veux quoi? Je veux le garder, ça? Ou je veux m'autoriser à vivre? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est vraiment important? Vraiment important. Je sais pas pour vous, c'est la question que je me pose très souvent. Voire même, allez, je vais vous faire dire quelque chose que je ne dis pas souvent. Tous les matins, je me pose ces questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? La libération. Voilà. C'est une réponse. Ou sur quel chemin on est? C'est la question qu'on peut se poser aussi. On peut se poser d'autres questions aussi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et déjà ça libère quelque chose en nous. Déjà ça, on passe sur un plan plus de l'ordre de la compassion. Tout à l'heure, quand on parlait du pardon, oui, je suis complètement d'accord avec, je ne sais plus qui a parlé. Le pardon n'efface en rien la responsabilité. En rien.
Je pense que c'est l'intention de l'observateur qui crée le résultat. Si je pose cette intention-là, de pardonner, j'aurai le résultat. Vous savez, la pensée est une énergie. Les mots, bien sûr, sont une énergie aussi. C'est une vibration. Là, je mets en mouvement des molécules d'air, je fais une vibration. La pensée aussi. De quoi je suis en train de vous parler en disant ça? D'humanité. Je parle d'humanité en fait. Ouais. Vous savez, dans le monde, il y a plein d'endroits où le pardon ne s'installe pas. Bon, voilà le résultat. Hein. Vous savez aussi peut-être que lorsqu'on reste dans son idée, non, c'est à lui à me dire pardon. Non, je n'accepterai pas, il faut le temps pour, pas tout de suite, non. Mais on reste enfermé. Mandela, il était enfermé. En fait, il était libre. Il y a des gens qui sont libres et pourtant qui sont enfermés. Peut-être que derrière le pardon, s'élever au niveau du pardon, on devient plus humain, on est plus en relation à l'humanité. Mais l'humanité, c'est quoi? C'est ce qui nous relie. C'est ce qui fait qu'on reconnaît chez l'autre, et à travers l'autre, chez soi, qu'il est humain. Vous connaissez cette... Ah, voilà, non. C'est pas grave. J'avais lu un récit sur une personne qui avait vécu les traumas dans les camps d'extermination. Et ce monsieur, dans ce livre, je ne me rappelle plus son nom, j'en suis désolé. Je crois que c'est lui, oui. Primo Levi. C'était très fort ce qu'il disait. Je me rappelle juste d'un morceau du texte, là, de sa description, qui disait que c'est qu'il lui avait donné la capacité de survivre, c'était de voir dans les yeux de ses pires tortionnaires la part d'humain qui existait encore. Je sais pas, moi, c'est le pardon, alors, hein, c'est quoi le pardon? C'est peut-être ça aussi. C'est sortir de cette fausse identité. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de dire pardon? Peut-être que c'est tout simplement notre ego. On n'en avait pas parlé jusqu'à présent. Mais c'est tout simplement ça, peut-être. Vous savez, cette fausse identité qu'on donne à voir. J'attends de l'autre cette réaction-là. Il ne se comporte pas comme je voudrais qu'il se comporte. Ou qu'il me comprenne. L'ego, c'est un élément important aussi, la construction de notre identité. Et on peut s'enfermer aussi encore dedans. Dans ce qu'on voudrait comme reconnaissance de soi-même. Sortir de cette fausse identité. C'est pour ça que je vous parlais de s'élever au niveau du pardon. C'est s'extirper de cette fausse identité-là. Oui, on est humain. Oui, on a le droit d'être en colère. Mais là, c'est faire le jeu de son enfermement. Très. Oui. Oui, il y a du temps, des fois, oui. Mais in fine, le processus, il consiste à ça, en fait.
sortir de cette fausse identité et se recentrer sur qu'est-ce qui est vraiment important. Je veux rester enfermé dans ça ou je veux en sortir? Ou je veux me relier à moi-même, à ce que je suis au plus profond? Se désidentifier donc. Alors j'avais écrit des tonnes de choses, mais peu importe. L'ego derrière ça, il nous amène à nous figer dans une idée, une pensée d'un soi permanent. Je suis comme ça. Ou l'autre est comme ceci. Et je reste comme figé, bloqué dans cette posture-là. Oui, je peux pardonner. Oui. Et je peux me pardonner aussi. Car en fait, pardonner à l'autre, c'est quoi? Si ce n'est s'autoriser à se pardonner. C'est en fait le plus beau cadeau, il est là. On parlait de processus de deuil. La fin du processus de deuil, c'est lorsqu'on peut dire ce qui m'est arrivé, finalement, c'est un formidable cadeau. Et Annabelle, c'est ce qu'elle nous a dit à la fin. Quand elle a dit merci papa, c'est un formidable cadeau. Pardonner, c'est ça. Quand on sait qu'on a pardonné, c'est lorsqu'on peut se dire à la fin, là, cette situation, ce qui s'est passé, c'est un cadeau. J'ai appris quelque chose. Je me suis fait un cadeau en pardonnant, par exemple. Non, c'est pas l'inceste qui est un cadeau, pas. Non, c'est pas l'inceste, pas du tout. Quelle que soit la c'est l'enseignement que tu vas en tirer, te dire j'ai appris que j'étais le plus forte en fait, par exemple. Ou j'ai appris que je peux m'autoriser à être comme ceci ou comme cela. Le cadeau, en fait, il est pour soi. En fait, c'est très égoïste presque. Pardonner, c'est pour soi. Hein. C'est pas pour l'autre. Hein. C'est pour soi, en fait, le cadeau, qu'on se le fait vraiment. C'est un cadeau et c'est une force. Et oui. Oui, c'est lâcheté. Et ça, déjà, de savoir qu'on a été fort, c'est un super cadeau. Une force, et puis on fait de son histoire une force. Oui. Je me souviens d'une séance que j'avais eue avec une des stagiaires, puisque je fais de la formation également. Et pendant la formation, on fait des exercices, on apprend la théorie, et on fait après de la pratique. Et cette personne-là, on a fait un exercice dans le mouvement oculaire aussi. Pendant cet exercice-là, elle a contacté un souvenir très traumatique. Très traumatique. À la fin de l'exercice, alors qu'elle avait travaillé dessus pendant des années, elle s'est rendue compte de quelque chose. Elle m'a dit, finalement, j'ai été chercher les plus grandes ressources dans un événement, alors que je ne pensais pas que c'était cet événement qui allait venir à mon esprit, le plus traumatique de ma vie. Je me suis rendu compte que dans cet événement-là, à ce moment-là, dans ce qui s'était passé là, j'avais fait preuve d'une ressource extrême de survie. Oui, elle s'est fait un cadeau en découvrant ça. Et c'est à ce moment-là que c'était fini sa colère, qu'elle avait pardonné. C'est un exemple. Et un seul exemple, parmi tant d'autres. Oui. Aussi, quand on arrive à prendre conscience que c'est un cadeau ou une force, on a envie de donner après. Parce que
on a envie d'aider, enfin, sans être le guérisseur de l'autre, attention. Mais on a envie de témoigner. De témoigner, de dire, vous voyez, tout le monde peut y arriver. Voilà, c'est ça. De témoigner, oui. Vous avez parlé de l'ego qui freine le pardon. Je pense peut-être également que le fait de faire ce travail d'accepter que l'autre en face de soi peut-être ne soit pas assez intelligent, soit peut-être atteint pathologiquement, malsain, le fait de pouvoir accepter ça peut permettre de se dire je n'aurai pas la reconnaissance de l'éventuel mal qui m'a fait et me permettre à moi de me libérer et d'avancer. Oui, c'est ça en fait, c'est lever au niveau du pardon, c'est prendre cette hauteur-là. On ne pourra pas changer les autres. Ouais, tout à fait. On ne peut pas changer les autres. On ne peut pas changer ce qu'ils pensent, la manière dont ils fonctionnent. On peut déjà se changer soi et là, c'est du boulot. Et puis ça peut être plaisant ce boulot-là aussi. Hein. C'est pas forcément une corvée, ça peut être un plaisir aussi. J'entends souvent travailler sur soi. Ouais, travailler sur soi. C'est aussi ça. C'est pas que dur et astreignant aussi travailler sur soi. Oui. Par rapport à l'ego aussi, il n'y a pas longtemps, il y a 24 heures on ne tue pas l'ego. Dans le sens, parce que l'ego nous permet aussi de traverser les choses. Ça nous a construit. Donc on parle des valeurs, c'est des croyances qui nous aident à ça aussi. Hein. C'est l'excès. C'est lorsqu'on s'est figé et cristallisé dedans. On est des êtres évolutifs. Oui, comme les plantes, elles poussent. Et nous aussi. On a les cheveux qui poussent, on a tout qui pousse. C'est que lorsqu'on est cristallisé, en fait, et ça devient toxique. Là, ouais. Notre essence, notre nature est à l'opposé de ce que l'on peut nous soumettre, de ce que l'on s'auto-soumet quand on parle de l'ego. On s'impose une posture. Ça nécessite un changement radical de point de vue. Sortir de cette posture égotique là, ça nécessite un changement radical. Une réfutation de quelque chose. Et pour cela, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Arrêtez de souffrir. Et voilà. Est-ce que je veux rester dedans, cette souffrance? Ou est-ce que je veux en sortir? C'est pour ça que je vous dis que, en fait, c'est pour soi. Pardon, plus qu'autre chose. C'est pour se faire du bien à soi, s'orienter vers soi. Et puis peut-être on peut aussi, autre manière, passer de la condamnation de l'autre, de ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, ou comme auto-condamnation de soi, de ce que l'on a fait ou pas fait. On peut avoir ça envers soi-même, bien sûr. En passant par juste constater. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous avez le droit aussi d'être en colère. Vous constatez là, je suis traversé par un sentiment de colère. Oui. À partir du moment où vous constatez, vous faites quoi? Vous êtes observateur de ce qui se passe en vous. Vous faites déjà un pas. Vous vous dissociez de cette émotion qui vous traverse. C'est un acte de dissociation. Vous n'êtes pas habité de la colère. Vous n'êtes pas Monsieur Colère, Madame Colère. Vous êtes un être humain traversé par une émotion. Donc faire un pas de côté et dire là, je suis traversé momentanément là par un sentiment de colère, par exemple. Oui. Déjà en faisant cela, vous vous détachez en partie. C'est un premier pas. Et puis on peut commencer d'être éducateur aussi de son ego.
Comment être éducateur de son ego? Comment peut-on commencer à l'éduquer, à bien l'apprécier, à le voir venir? Tiens, c'est mon ego qui vient. Voilà, ça, comment faire ça? Dans la prise de conscience. Oui, changer de point de vue, prendre conscience qu'il est là, à un moment donné. Changer de point de vue. Passer, on parlait de spirituel, à quelque chose qui est plus associé à l'âme. Alors c'est un grand mot. Quelque chose qui est autre de l'incarnation. Sortir de ce mental, la petite bicyclette qui tourne, un pâtissage, je devrais faire ça, rumination, vous savez, la rumination. Voilà. Sortir de ça. Déjà c'est énorme ça. Ouais. Et puis j'ai envie de vous proposer autre chose. Alors peut-être que ça va faire agresser. Dire oui à tout. Oui, c'est comme ça. Accepter. C'est comme ça. Voilà. Ce que tu as dit, la résignation est une forme de bonheur. Ouais. Bon, Vous avez dit, un philosophe grec, peut-être dit que la résignation est une forme de bonheur quand on ne peut pas agir dessus, systématiquement. Résignation, forme de bonheur. Ah, mais c'est la même chose, résignation. Lâcher prise. C'est le lâcher prise. Ça va bien dire ça. Soutenir cette position-là, s'élever au niveau de. C'est peut-être la seule chose que, et c'est la première chose que je vous ai dit au début d'ailleurs, et que je vais répéter, s'élever au niveau du pardon. Là, c'est une autre dimension que l'on touche. On sort du mental et on se fait du bien pour soi, et que pour soi en fait. Eh oui. Et puis l'autre, mais comme tu disais tout à l'heure, il fait son chemin, il fait ses 50%, ou pas, ça regarde. Ça regarde. Ça lui appartient. Il a sa conscience. C'est sa conscience, exactement. Merci de m'avoir écouté. Oui. Oui, avec plaisir. Entendu. Qui ne veut pas d'amour? Nous sommes tous en quête d'amour. Commençons par nous aimer et nous trouverons la voie du pardon. L'amour et l'amour des autres. L'amour inconditionnel, j'entends. Voilà, un amour particulier. L'amour inconditionnel vous amène à l'acceptation. Ou l'acceptation vous amène à l'amour inconditionnel. Quand vous arrivez là, vous pardonnez. Vous pardonnez aux mauvais temps, vous pardonnez aux humains, vous pardonnez à tout ce qui se passe dans votre vie. Et vous êtes heureux. Merci infiniment. J'ai réagi quand on a dit j'ai le droit. À partir du moment où moi je préfère, je regarde, je suis en colère. Parce que si je dis j'ai le droit, je juge et je fiche la situation dans un truc. Alors pourquoi je dis j'ai le droit en fait, c'est par rapport aux croyances religieuses de c'est pas bien de. C'est par rapport à ça. On peut s'autoriser aussi à être des humains, c'est ça, je veux dire juste absolument. Mais la toute phrase est plus juste continuer de le dire. Moi, je dirais que j'ai appris en Gestalt, je ne sais pas si vous connaissez. Le il faut, c'est trop. Ça met une connotation d'une affirmation si on n'est pas prêt. Donc, il serait bon pour soi. C'est une autre connotation. Alors, en PNL, justement, on utilise en relation ça aussi, c'est pour ça. C'était chouette, hein? Ouais. Ça rappelle qu'on a une âme et une conscience. Ouais. Justement, la dame parle de l'âme, ce que je viens encore de découvrir.
apparemment, l'âme et la conscience, elles vont ensemble. Quand on a pris conscience que l'âme et la conscience vont ensemble, et que l'ego, on en fait un partenaire avec l'âme et la conscience, on part sur une autre évolution. Pardon. Alors, je sais pas tout ça. C'est sûrement ça, hein, c'est sûrement ça. Moi, je suis quand même assez basique. J'identifie lorsque c'est ma petite bicyclette, je reçois la petite bicyclette qui tourne, c'est le mental qui tourne. Et lorsque je ressens une inspiration, voilà. C'est déjà énorme déjà ça. Après, il y a sûrement des explications plus précises. Et en fait, j'ai pas envie de me l'intellectualiser ça. Je préfère le garder sous cette petite dimension. Enfin, ce que je veux dire, c'est. Ça revient à ce qu'elle disait la dame au fond, c'est le cœur, quoi. Enfin, c'est pour ça que je parlais d'inspiration. Et juste ça suffit. C'est déjà énorme. Déjà, d'appliquer, de le faire, d'en prendre conscience. On peut le faire, tiens. Alors, j'ai une question. Est-ce que depuis tout à l'heure, on parle de manière assez négative, je trouve, de l'ego, comment dire, de garder le négatif en nous, c'est par rapport à l'ego, parce que on voudrait que l'autre aussi nous pardonne, machin. Mais on en a besoin. L'estime de soi, c'est pas l'ego, c'est pas la même chose. Tout à fait. L'ego est nécessaire et structurant. Hein. C'est ce qui nous a fait notre identité. Hein. Ouais. Ce que je disais, l'ego, tout n'est pas jeté. Hein. Bien au contraire. C'est plutôt, c'est l'ego, c'est plutôt savoir qu'il est là. Quand je dis, moi je regarde un petit peu comme. J'aime bien utiliser l'enfant de Bakassar. Je dis, ah, te voilà, toi. C'est toi qui es en train de parler là. Il me fait presque sourire. Bon, allez, c'est bon. Voilà, comme ça. C'est comme ça que je m'adresse à mon ego. Je vous propose un petit exercice de centration, justement, pour se mettre en contact avec cette partie-là de soi. Alors, vous allez le faire comme vous voulez. Juste un moment de centration. Simplement, quelques instants, prenez quelques instants pour vous centrer, pour vous mettre en contact avec cette aspiration-là que vous avez entendue. Seulement ceux qui veulent, bien sûr. Prenez quelques instants pour toucher cette partie de vous et laissez émerger en vous ce qui est vraiment important. Juste demandez ça en vous. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui vient là? Qu'est-ce qui me paraît juste pour moi et bon pour moi? Peut-être une inspiration à quelque chose. Peut-être quelque chose qu'on va lâcher. Peut-être un alignement, sentir comme un équilibre. Un peu comme si vous posiez le cerveau à côté. Et juste contacter cette partie importante en vous. C'est peut-être la plus importante, la plus essentielle, l'essence de votre être. Et peut-être à chaque inspiration, vous le ressentez grandir, s'éveiller. Et vous pouvez peut-être mieux l'accueillir encore. Ou vous autorisez à l'accueillir tout simplement. Et prendre plaisir à savoir qu'elle est là. Cette partie essentielle de votre être. Ressentir ce lien. C'est peut-être tout simplement ce lien qui nous unit tous et toutes. Malgré les différences. Malgré les peurs aussi. Qu'est-ce qui est vraiment important?
Et puis je vous laisse revenir à votre rythme.